Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Hélène Ferrari et Marine Schmoll. Elles sont toutes les deux psychologues cliniciennes et nous avons choisi il y a déjà quelques mois de vous proposer cet épisode en lien avec la période, la pandémie Covid-19. Hélène Ferrari travaille en libéral et aussi à l'hôpital dans un centre d'accueil auprès de femmes victimes de violences. Et elle s'appuie également sur de nombreuses années de pratique en pédopsychiatrie, en crèche et sur des lieux d'accueil par enfants. Marine Schmoll, vous la connaissez certainement sur d'autres épisodes de ce podcast, exerce en crèche et en libéral et a également travaillé de nombreuses années à l'hôpital, en pédiatrie et également en PMI. Elles sont toutes les deux membres de l'ANAPSI, elles nous en parleront un petit peu, qui est une association de psychologues cliniciens impliqués dans le champ de la petite enfance, fondée par Sylviane Giampino. En prenant appui sur des recherches, bien sûr, mais surtout sur leur vécu, Marine et Hélène nous proposent un partage d'expériences, des regards croisés sur cette période qui nous questionne tant et que nous partageons tous à notre manière. Le secteur de la petite enfance n'est pas épargné par ces nombreux questionnements, ces doutes, l'application successive de décrets. Tout ça a suscité des inquiétudes pour les professionnels, pour les parents et a certainement déteint sur les enfants. Nous essayons au travers de cet épisode à trois, au cours d'un échange spontané, de partager nos points de vue et de faire un retour sur nos expériences du quotidien. Au moment où vous écouterez cet épisode, le regard sur la période aura certainement évolué pour vous et également pour nous trois. Rien n'est figé. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Hélène Ferrari et Marine Schmoll. Bonjour mesdames. Bonjour Lika. Alors, Bonjour Lika. Bonjour Marine, bonjour Hélène. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on essaye de trouver un temps toutes les trois pour parler de ce thème qu'on prépare depuis quelques mois. C'est un épisode, comme je l'ai dit en introduction, qui s'adresse à la fois aux professionnels de la petite enfance et même de l'enfance, je dirais, et aux professionnels de la parentalité finalement, et aussi qui s'adresse aux parents, parce que on l'a pensé de cette façon-là comme une évidence, du fait déjà de vos missions au quotidien, qui sont, on va en parler un peu plus après, mais de travailler auprès des parents et auprès des professionnels. Et puis comme une évidence aussi parce que c'est quand même un sujet dès l'instant où on va parler de cette pandémie. C'est une période qui touche tout le monde, euh, particulièrement tout le monde, j'allais dire particulièrement les enfants, mais particulièrement tout le monde. On va s'intéresser aux enfants et donc il est évident de parler des personnes qui gravitent autour d'eux. Peut-être pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter chacune votre tour. Ensuite, on précisera un petit peu vos missions au sein de l'association ANAPSI Petite Enfance. Et on parlera après de votre travail, plus précisément sur les ateliers du moment sur le sujet de la pandémie. Marine, je te laisse commencer. Oui, donc je suis Marine Schmoll et on a déjà fait connaissance dans d'autres podcasts, mais voilà. Je suis psychologue clinicienne en crèche et en libéral. Voilà. Et j'ai travaillé aussi à l'hôpital, en pédiatrie, notamment en réanimation néonatale. Et aussi, j'ai fait quelques temps auprès des équipes de PMI. Voilà. Merci Marine. Je donne la parole Hélène. Merci Lika. Et merci de m'inviter sur ce podcast et qui est un nouveau média, donc c'est très intéressant. Du coup, je suis Hélène Ferrari, psychologue clinicienne. Je travaille à l'hôpital dans un centre d'accueil auprès des femmes victimes de violences actuellement et puis en libéral. Et puis j'ai travaillé plusieurs années en pédopsychiatrie, en crèche, en lieu d'accueil par enfants, dans des structures petite enfance. Super, merci. Donc vous faites toutes les deux partie d'une association qui s'appelle ANAPSI, qui a une cellule spécifique, enfin une cellule, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une partie dédiée à la petite enfance. Est-ce que vous pouvez me présenter, nous en dire un peu plus, parce que moi
je connaissais pas spécialement cette association avant que vous m'en ayez parlé. Maintenant, je m'y intéresse un peu plus, mais euh, quels sont quel est l'historique peut-être de cette association et quelles en sont les missions? Du coup, c'est l'ANAPSI-PE, donc Association nationale de psychologues cliniciens, cliniciennes impliqués dans le champ de la petite enfance. C'est une association vers laquelle je me suis dirigée dès la sortie des études parce que je la trouvais très dynamique. C'est une association qui a été fondée par Sylviane Giampino, qui est psychologue de l'enfance, psychanalyste. Et c'est vrai que c'est une association dynamique avec vraiment un regard très spécifique sur le bébé et qui propose beaucoup de choses, dont des groupes de réflexion sur les pratiques, des publications, des colloques, des actions de recherche et aussi des interventions sur des commissions, etc. Donc voilà, très riche. Donc, comme tu nous le dis, Hélène, c'est une association qui permet peut-être de rassembler des ressources, de réfléchir sur des sujets importants. Là, actuellement et depuis quelques mois, vous travaillez sur un atelier spécifique petite enfance et Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ou bien peut-être Marine, sur l'intention de cet atelier spécifiquement? Oui, alors c'est un atelier sur les effets psychologiques potentiels sur les tout petits dans cette pandémie qu'on a commencé, je dirais, autour de novembre 2020. Oui. Voilà. Donc ça commence à dater en même temps, on n'a pas tant de recul que ça. Au début, on a lancé cet atelier dans la continuité de ce qui se faisait déjà à l'ANAPSI pendant le confinement, c'est-à-dire l'idée qu'on ait un lieu, enfin un temps, parce que c'était plus un lieu où évidemment c'était à distance, mais un temps d'échange entre psychologues déjà. L'idée c'était de se déconfiner un petit peu et de déconfiner nos pensées et de sortir un petit peu des environnements clos dans lesquels on était et à distance parfois des lieux d'accueil et des familles, mais aussi à distance des autres psychologues ou des autres professionnels avec qui on pouvait échanger. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que ça nous faisait du bien à nous, mais peut-être pas qu'à nous, que c'était quand même une façon pendant cette pandémie de mettre des mots, de sortir de la sidération dans lesquelles nous aussi, hein, en tant que psychologue et en tant que professionnel de l'enfance, on était forcément plongés en même temps que les familles et et les professionnels. Et que pour prendre ce recul, il n'y avait pas des grandes vérités, il y avait psychologiques, alors qu'on pouvait le penser au départ. Hein, il y a eu des grands mouvements comment dire, de personnes qui se sont manifestées sur des questions très fortes telles que masque ou pas masque, effet positif ou négatif, etc. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de se dépatouiller de tout ça, de mettre un peu de distance par rapport à la sidération, par rapport aux émotions, de mettre des mots. Et on a très rapidement vu les effets aussi pour les professionnels de terrain et pour les familles qu'on écoutait, qu'on accueillait ou qu'on observait pendant toute cette année très particulière. Et Oui. encore aujourd'hui. Oui. Oui. Quels sont les grands thèmes que vous étudiez actuellement? Sur quel sujet vous travaillez précisément? Alors, les sujets, ils ont beaucoup évolué. Hein. Je pense que Hélène Ouais. pourra en témoigner aussi. Au départ, encore une fois, on est vraiment parti de la question euh, des masques. C'était une question d'une des adhérentes d'ailleurs Ouais. qui nous a dit bah, et finalement, à la NAPSI, la petite enfance, on en pense quoi, nous, de cette question. Et il y Oui. avait des articles qui commençaient à sortir en fait sur ces questions-là. Oui. Oui. Voilà, en évoquant les craintes qu'il pouvait y avoir. Voilà. Et bah, peut-être, Hélène, je peux te laisser parler un petit peu de ce sujet-là des masques. Voilà. Oui. Et Oui, on c'est pourra vrai que ça a revenir été. sur d'autres thèmes éventuellement. Oui. Oui, 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 non, mais C'est vrai que la question des masques, ça a été une grosse thématique qu'on a eue au début de cet atelier, qui a évolué après sur d'autres thématiques. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui n'a beaucoup posé question. C'est vrai après des échanges aussi, que ce soit avec les parents parfois qui étaient inquiets ou
ou même des professionnels qui s'interrogeaient sur ce que ça changeait dans leur accompagnement ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai pu avoir, par exemple, des échanges où des professionnels pouvaient évoquer le fait que ça pouvait changer quelque chose en termes de comment on exprime les émotions, est-ce qu'ils vont du coup les reconnaître les tout petits, aussi bien qu'avant, la question de plus insister sur leurs émotions, par exemple, avec le haut du visage, voilà, des choses comme ça. Puis aussi, voilà, des réflexions on s'est beaucoup posé des questions en fait, surtout. Et il y a eu aussi la question euh, par exemple, une petite fille à la crèche qui, du coup, pour dire au revoir, avait besoin euh, qu'on enlève son masque pour se dire au revoir. Alors, voilà, c'est des questions, en tout cas, sur qu'est-ce que ça change pour les tout petits, la question du masque. Voilà, je peux te laisser la parole Oui. si tu veux, Marie. Ce que j'entends dans ce que vous, en tout cas, juste pour rebondir, ce que j'entends dans ce que vous présentez, Marine, tu parles de potentiel, Hélène, toi, tu parles de questions qu'on se pose. Finalement, il Mhm. n'y a pas vraiment de vérité. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de recul? Enfin, c'est des fausses questions, mais est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas de recul, parce que on n'a pas, on n'aura jamais la réponse? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est autant de questions parce que c'est quelque chose de très, ça dépend en tout cas des individus, des milieux dans lesquels on se trouve, du moment. Enfin, j'imagine que c'est un sujet tellement compliqué à traiter pour toutes ces raisons. Marine, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, oui, je crois que la question, elle est complexe et les réponses vont être complexes Mmh. du coup. Et en plus, elles Ouais. vont être changeantes, je pense, les réponses, parce que il est évident que l'année précédente, les bébés et les adultes n'ont pas du tout vécu la pandémie de la même manière que l'année qui va venir. En fait, hein. Bon, je parle un peu en Ouais. termes d'année Mmh. scolaire, hein, mais Mm. Oui, oui, oui. parce que clairement, tout le monde était dans la sidération au départ. C'était quand même quelque chose complètement nouveau, complètement inconnu, avec quelque chose de très rigide du coup, de potentiellement traumatique, mais pas forcément, hein, ça dépend des situations. Et Mmh. voilà, et donc il est possible que les adultes eux-mêmes réagissaient différemment avec les masques notamment, et donc les Oui. tout petits aussi. Après, Oui. par exemple, nous, alors on a vraiment des observations de terrain, nous, mais on voit bien dans les études qui sont sorties qu'on retrouve des choses communes. Par exemple, on observait bien, nous, ces tout petits en fait, qui pleuraient lorsque la professionnelle enlevait le masque. Oui. C'était Mm. complètement le monde à l'envers, hein. On disait, oh, ils doivent être traumatisés par le masque. En fait, ils étaient traumatisés quand enfin, pas traumatisés, mais en tout cas, ils avaient une réaction Une négative quand réaction. le Mmh. professionnel enlevait le masque. Donc, on a beaucoup débattu de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme nous, les adultes? Finalement, on a une espèce de temps d'adaptation quand les adultes retirent leur masque. Et on ne s'attendait pas à cette harmonie du visage. On fantasmait autre chose de la bouche et du bas du visage chez la personne qu'on a en face. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus préoccupant chez le tout petit qui des heures durant, c'est-à-dire on ne voulait surtout pas banaliser cette question-là. Les bébés, ils sont notamment à la crèche, hein, 8 à 10 heures, ça dépend lesquels, mais quand même, ça arrive souvent, 8 à 10 heures, Oui. par jour, Mmh. 5 jours sur 7, Mmh. à la crèche. On voulait surtout pas Oui. banaliser ni dramatiser cette question-là. Oui. Voilà. Et donc, on va avoir des grandes tendances, mais du cas par cas aussi. C'est pour ça que c'est complexe. Mmh. Et dans le temps, probablement que les effets seront différents du fait de l'évolution de l'appréhension de la manière dont on vit cette pandémie aussi en tant qu'adulte. Voilà. Oui. Après, les études nous montreront peut-être des tendances qu'on n'avait pas observées cliniquement. Mais, et puis, il y a des grandes différences entre ce qui s'est passé d'un pays à l'autre aussi, hein. Il y a des Bien sûr. similitudes, Mmh. mais il y a des Mmh. différences. Voilà. Oui. Et je rebondis sur ce que tu disais, Marine. C'est vrai qu'en plus, ce qui se passe, c'est que d'une crèche à l'autre, les permissions n'étaient pas les mêmes pour les parents.
Moi, je travaille avec plusieurs, structures et dans certaines crèches, effectivement, les parents ne pouvaient même pas rentrer dans l'enceinte de la structure. D'autres Mmh. avaient le droit de rentrer dans le sas, d'autres avaient le droit de rentrer quand même dans l'espace de vie, et donc c'était très fluctuant en fonction aussi des peurs, des protocoles mis en place, des choix, des accompagnements de la PMI. Enfin, tu vois, ça change aussi d'une Ouais. PMI à l'autre et heu et du coup, ça c'est sûr que, hem ça n'aide pas dans, la relation. Des fois, la création de la relation de confiance quand il s'agit de périodes de familiarisation, tu vois? Quand c'est pour les tout premiers temps, Ouais. le traitement des familles n'est pas le même d'une crèche à une autre, par rapport à ces mêmes protocoles, donc c'est sûr que c'est pas évident, ouais. Oui, alors ton retour, il est très intéressant, parce que, hem, c'est vrai qu'il y a eu sûrement des différences d'un lieu à l'autre. Voilà. Mais bon, la marge de manœuvre, elle n'était pas non plus immense pour les crèches, suivant les protocoles. Encore une fois, au début, il y a eu des guides matériels qui pouvaient être plus stricts, mais du fait aussi du manque de Ouais, connaissances qu'on avait, enfin, ça peut s'entendre, même si ouais. sur le moment, ça a été assez radical comme changement, notamment dans les crèches, mais on peut comprendre qu'au début, ce soit plus rigide. Et puis, petit à petit, voilà, au fil de l'expérience ou des vagues épidémiques, il y a eu quelque chose parfois de plus souple. Mais il y a eu quand même une succession de protocoles auxquels il fallait s'adapter. Et c'est pas toujours facile de changer tous les mois ou tous les 2 mois ou je ne sais quoi Oui. de mode, de projet, de manière d'accueillir les enfants et les familles. Voilà. Et par rapport aux parents, au tout début, il y avait quelque chose quand même d'assez strict, il me semble, hein, dans la plupart des crèches où ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Petit à petit, il y a eu des assouplissements possibles. Voilà, mais donc le vécu, tous ces mois-là, a pu être plus ou moins facile, je pense, pour les familles et à coup sûr pour les professionnels. Voilà. Oui. Mais dans ce que tu dis, ce que je trouve très important, c'est que euh, il y a cette histoire d'interprétation et de comment on va vivre cette loi qui est Mmh. venue vraiment de l'extérieur et de quelque chose de très étranger et de très anxiogène qu'est le Covid. Euh, et des lois sanitaires avec, très, 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 très fortes, plus ou moins bien Mmh. vécues dans la société, on l'a vu, mais aussi dans les crèches, dans les lieux d'accueil, voilà, dans les endroits où les bébés, les familles, les professionnels se rencontraient jusqu'à présent de manière très souple, plus souple possible, euh, plus souplement possible. Et voilà. Et on voit bien que chaque équipe là a fait un petit peu comme elle pouvait, comme elle sentait, en fonction de ce qu'elle ressentait de nécessaire pour les tout petits et les familles, mais quand même Ouais. de sa marge de manœuvre qui était plus ou moins importante, et aussi des peurs, des craintes qu'il pouvait y avoir dans les équipes plus ou moins fortes, ou dans les Mmh. familles plus ou moins fortes par rapport à ce virus. Et ce que nous, on a remarqué à l'ANAPSI, c'est que l'important, c'était d'abord que ce soit peut-être mis en mots, ces Ouais. histoires-là très complexes. Il n'y a pas Ouais. une bonne réponse, une mauvaise réponse euh, par rapport à ces règles sanitaires qui sont tombées. Donc là, on parlait plus spécifiquement des structures d'accueil, mais ce que je propose, c'est qu'on regarde avec un focus un peu plus large euh, l'impact de cette pandémie sur les foyers en général, sur les familles. Et je crois qu'il y a eu à la fois des effets qu'on peut dire favorables, et puis des effets un peu plus pesants pour les familles. Peut-être pour commencer sur les effets favorables, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Marine? Oui, c'est vrai que il y a eu des effets positifs, des effets ressources. Le confinement, les restrictions sociales d'une manière générale, ça peut avoir un effet cocon sur les familles, sur les tout petits, euh, qui n'est pas négligeable. Hein. On sait qu'ils aiment ça, le Ouais, cocon, hein, les tout petits. ouais. Donc voilà, on a vu évidemment le temps ralentir, moins de sollicitations sociales. Voilà, nous on a vu des bébés qui revenaient en crèche,
qui étaient ressourcés. Alors les parents étaient épuisés, hein. Finalement, eux, ils avaient besoin que voilà, le bébé revienne à la crèche ou l'enfant, et on le comprend très très bien. Mais quand même, ils ont pu évoquer aussi, hein, pour certains, c'est ce vrai plaisir à prendre du temps à la maison, ensemble. Voilà, même si c'était très dur de vivre cette superposition télétravail, parents, vie intime, vie de couple, tout ce qu'on veut, y a eu des ressources, hein, là-dedans, et qu'on a pu observer chez les tout petits grandement. Voilà, ça c'est pour... Oui, finalement, ils ont pu profiter de la présence exclusive, presque, de de leur figure d'attachement principale, quoi, de leurs Oui, parents, de pouvoir comme tu dis, se ressourcer, recharger un peu leur batterie comme ça, de réassurance, leur batterie affective, je dirais. Et il y a parfois des croyances qui nous amènent à penser que, en tant que parent, je dis là, que un enfant, plus il voit du monde et plus il va être social très tôt. Et finalement, c'est bien sûr tout l'inverse. Et ce confinement-là, en tout cas, ces périodes de confinement successives ont permis à ce que l'enfant puisse se recentrer sur des figures principales d'attachement pour se rassurer, hein, enfin, tout pour à fait. assurer une stabilité, c'est ça, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Avec des papas très présents. Hélène, on en avait pas mal parlé, notamment au premier confinement. Voilà, et même après, quand ils étaient en télétravail, pendant les congés Oui, maternité. Voilà, il y a eu quelque chose d'assez inédit quand même dans la possibilité de recentrer le foyer, de trouver des ressources à l'intérieur du oui, cocon familial. Alors ça, c'est quand tout va bien, hein, évidemment. Enfin, quand ça va bien. oui, Pas tout va bien, tout oui, n'allait pas bien, ces Mhm. oui, familles. Mais Oui. quand ça va bien, on est bien d'accord. Voilà. oui, Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec Hélène de la question et avec d'autres membres de la NAPSI, mais cette Mhm. question des effets sur la maternité particulière en temps de Covid. Euh, oui, par rapport à la grossesse, c'est vrai que euh, voilà, j'ai pu avoir une patiente, par exemple, qui a évoqué le fait que c'était un peu un temps suspendu avec le fait de, en même temps, de ne pas pouvoir forcément autant partager le vécu de cette grossesse avec sa famille, avec ses amis, parce que ces moments étaient vraiment plus rares et que du coup, c'était un peu comme si pour cette patiente, est-ce que c'était vraiment un temps qui était vécu puisqu'il était un peu suspendu ce temps et du coup, avec euh, en même temps l'effet positif de vivre ça plus seule et aussi de le vivre plus en réflexion avec elle-même et en même temps plus de difficultés aussi sur le fait de mais du coup la grossesse qui n'a pas été du coup parlée, c'est aussi pas les amis et la famille qui ont pu dire ah mais du coup ce ventre il a grandi, il a grossi, il s'est arrondi euh, et, euh, et du coup ben, ce temps, il est un peu suspendu, encore une fois, et du coup, est-ce qu'il est vraiment vécu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il existe vraiment ce temps? Voilà, donc oui, c'est une c'est des question qu'on peut questions se que je me poser. suis posées avec cette patiente, mais avec Ouais, d'autres aussi. ouais. Et bah, du coup, Ouais, complètement, parce que finalement, on a besoin un petit peu du regard de. Mm, Ah oui. Ah, en fait, ça coupe, on peut pas discuter, on peut pas échanger parce ouais, il y a un décalage c'est dans les ça, connexions. c'est ça. Donc, on se coupe un peu la parole. Donc, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Oui, oui. Vas-y, je t'ai coupé, du coup, continue. Vas-y. Oui, et en parlant justement de ce temps un peu suspendu de la grossesse, il y a aussi Hem, il y a aussi après d'autres points qui ont pu être, un peu, difficiles, parfois pour, des patientes que j'ai pu rencontrer avec le fait que le père ne pouvait pas être présent, pendant les temps des échographies, que les frères et sœurs ne pouvaient pas non plus, venir à la maternité, que tous ces temps en fait, ils étaient en même temps, hem, plus
effet cocon, plus effet cocon et en même temps, aussi des fois, à questionner, ben, la place, des pères, des parents d'eux dans cette aventure avec, le fait que s'ils interviennent pas, ben, du coup, quelle place ils vont pouvoir prendre dans cette aventure. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Oui, Est-ce du que coup, tu bah, veux, de les priver de la possibilité de s'investir déjà à ce moment-là. mmh, Ouais. Oui, moi je rebondis, c'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai qu'on a pas mal parlé de ces familles dont la présentation, non, déjà l'annonce de la grossesse a pu être reportée plusieurs fois. Mmh. Et puis bah, au bout d'un moment, il y a un moment, il faut quand même l'annoncer, hein, même si on ne voit pas les gens pendant tous ces mois-là. mmh, Et voilà, et la présentation du bébé aussi, hein, qui a été souvent reportée, alors notamment pour les parents qui ont leur famille à distance et au-delà des frontières. Il y a eu quelque mmh, chose quand même de très particulier. Encore une fois, avec des effets positifs pour certains et qui ont trouvé une grande créativité dans les présentations du bébé par WhatsApp ou autre, ou avec des courriers, enfin, en tout cas des échanges à distance possibles, mais quand même, voilà, une limitation aussi pour certains. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu des il y a eu des effets positifs, voilà, favorables, puis mmh, des effets un peu ressentis comme, ce que vous avez appelé l'effet prison. Finalement, ce cocon-là qui peut être perçu, d'une façon très rassurante, contenante, mais aussi comme d'une façon très enfermante. Oui. Oui, une façon Mmh. enfermante. Voilà, encore une fois, c'est vraiment le double effet type du confinement, mais aussi de ces Ouais, restrictions, ces fermetures, ouais, euh, ouais, frontières. Euh, mmh, ouais. voilà. Et l'effet prison, bah oui, là, on l'a vu beaucoup plus avec, Mmh, évidemment, suivant les conditions familiales déjà. Hein. C'est pas la même chose mmh, d'avoir un espace fermé, mais un espace assez grand, un espace où il y a de quoi vivre de manière assez souple, bébé, maman, papa, se séparer quand même dans cet espace clos et puis mmh. se retrouver avec un peu plus de plaisir du coup. Ouais, ouais. Voilà, que dans des conditions plus aisées. On sait aussi, on a le retour de certaines études maintenant, mais évidemment on le voyait et on s'en doutait, que par exemple une mesure très forte qui peut paraître anodine quand on n'a pas de jeunes enfants, mais euh, qui est la fermeture des espaces verts ou des parcs, Mmh, ou la possibilité de ne pas y aller en fait, se ressourcer mmh, pendant le confinement, mmh. ça a été une mesure très difficile, très difficilement vécue, Ouais, parce ouais. que pour entretenir ce cocon, l'enrichir, lui apporter de la ressource et de la force, ben, en fait la cellule familiale, elle se nourrit de l'extérieur, du Mmh, fait de s'aérer, que ce soit dans la mmh, nature ou ou dans les liens sociaux. Donc voilà. Et mmh, bah, voilà, les effets, bon, on connaît quelques effets délétères aussi. On a vu l'apparition ou la multiplication tout d'un coup, l'augmentation des écrans pour les tout petits, ce qui est quand même aussi mmh, questionnant sur ces périodes de forte fermeture. Encore une fois, ça s'est assoupli depuis, mmh. mais voilà, on pourrait aussi parler d'autres exemples et notamment les risques et la réalité de la maltraitance qui a pu avoir lieu dans certaines familles, pour le coup. Complètement. Ouais. oui, c'est vrai que, enfin, par rapport à ces risques-là, c'est vrai qu'il y a eu, enfin, après des études qui ont été faites après les confinements, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup plus d'appels à l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance, beaucoup plus de signalements de familles qui entendaient des choses dans les appartements à côté, ce qui est assez unique comme période. Mmh, Il y a eu une hausse des bébés secoués, et c'est vrai que je pense que on en parlait tout à l'heure, mais la question aussi des lieux ressources comme ça pour les parents et leurs enfants, que ce soit les lieux d'accueil parents-enfants, les PMI, vu que ça a été plus compliqué aussi soit de s'y rendre, soit
soit de les contacter. On a eu aussi des retours que les services sociaux étaient beaucoup plus compliqués à contacter et que finalement, ces familles, elles étaient plus isolées et que quand il y avait des difficultés, elles avaient moins possibilité de se prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un pour avoir de l'aide. Donc voilà, c'est vrai que ça fait partie des effets plus préoccupants forcément, mais ben, voilà, je pense qu'on pourrait continuer là-dessus, mais voilà, forcément, il y a eu des effets préoccupants comme ceux que j'expose, mais il y a eu aussi des effets plus, Oui. plus contenants. Donc voilà. Et ces Oui. lieux de prévention sont désormais, depuis le premier confinement, ça s'est beaucoup assoupli et c'est Ouais. globalement, en tout cas en France et même ailleurs, c'est plus ouvert, c'est accessible. Enfin voilà, les lieux que tu as décrits, les lieux d'accueil par-enfant, dans la mesure du possible, il y en a en tout cas qui restent ouverts. Les PMI, voilà, les centres de prévention et d'accueil écoute, il y a des numéros aussi accessibles pour les familles pour pouvoir téléphoner aussi même à distance pour avoir des ressources, que ce soit pour les couples ou pour les familles et pour les questions qu'on peut se poser avec son tout petit, bien sûr. Oui. Donc là, on a parlé effectivement de comment les foyers ressentaient cette période de pandémie, les ressources desquelles ils pouvaient se saisir. Ça n'a pas toujours été simple. Bien sûr que on a marché sur des œufs pendant tout le début et ça n'a été simple pour personne parce que c'était inédit. Euh, ça, ça a amené beaucoup de réajustements, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr que les familles sont bien différemment préparées pour cette rentrée qui arrive, avec d'autres enjeux et peut-être d'autres difficultés. Moi, ce qu'on entend souvent, c'est que il existe des enfants spécifiquement impactés par le Covid. On parle un peu de bébés Covid, les bébés confinement. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous, peut-être, c'est la question du comportement justement de ces bébés liés à cette pandémie. Est-ce qu'elle est vraiment différente euh, d'autres enfants nés à d'autres périodes ou grandissant sur d'autres périodes? Hélène. Oui, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire quand j'étais allée en crèche, je crois juste après le confinement, sur une intervention que je faisais en crèche. Et du coup, je me souviens qu'il y avait un effet un peu de retour des parents à la crèche, etc. Et pour beaucoup, et avec des bébés qui pleuraient, etc. Puis je me souviens avoir demandé, mais comment ça se passe, comment ça se passe ce retour, etc. Et puis avec plusieurs professionnels qui me disent ah mais non mais là c'est les bébés Covid, ils arrivent après ces 3 mois avec leurs parents et du coup ils sont plus en difficulté pour s'éloigner, voire juste qu'on les pose. Et du coup, ça a été souvent la question de mais est-ce que c'est des bébés Covid ou est-ce que c'est des choses qui auraient pu se passer s'ils n'étaient pas non plus nés à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça a été souvent des moments assez intéressants de discussion sur les particularités ou pas de ces bébés Covid, ces bébés confinement. Voilà. Oui, Est-ce que tu veux oui, évoquer C'est quelque chose marrant par ce que rapport tu à ça? dis parce que euh, oui, euh, moi c'est surtout les parents qui m'ont parlé de bébé Covid ou euh, bébé confinement. Voilà, fait partie du nouveau vocabulaire de la novlangue ouais. pandémie, avec des aspects plus ou moins heureux de ce nouveau vocabulaire, et mais qui compte, hein, ce langage, ce nouveau langage, il a des effets hein, forcément sur le psychisme Ouais, des uns et des autres, ouais, et il vient dire quelque chose de comment on vit ces périodes-là. Et voilà, il y a beaucoup de parents, c'est vrai, hein, qui nous disent ça. Oui, c'est un bébé qui n'a pas connu beaucoup de contact avec les autres, qui était beaucoup à la maison avec nous, avec maman, avec papa. Voilà. Et voilà, qui peut-être serait un peu plus
inquiétés par la rencontre avec les autres, avec le monde. Voilà. Et des fois c'est le cas, des fois c'est pas du tout le cas. Je crois que là aussi, peut-être qu'on aura des grandes études et des grandes tendances là-dessus. C'est possible, hein, parce que je pense que quand les parents disent quelque chose, je fais partie des professionnels qui pensent qu'ils ont probablement raison. Et voilà, qui perçoivent quelque chose de particulier chez leur enfant ou dans ce qu'ils peuvent vivre. Mais quand même, des fois, en étant professionnel de la petite enfance à l'extérieur, on se dit, bah, en fait, vraiment, est-ce que ça change quelque chose? Des bébés qui pleurent quand ils arrivent en crèche, on en a vu beaucoup. Voilà, est-ce que ceux-là pleurent plus que les autres quand ils arrivent et qu'ils rencontrent beaucoup d'enfants autour d'eux, beaucoup de bruit, en tout cas beaucoup plus de stimulation que dans le cocon familial ou pas? C'est des questions qui restent assez ouvertes. Bien sûr. Et entre ce qui est induit par la peur éventuelle du parent ou du professionnel qui accompagne cet enfant, donc qui pourrait justifier, en tout cas prédire ce comportement, et entre ce qui est lu, c'est-à-dire que interprété, tu vois, du comportement, finalement, on a plusieurs raisons pour croire que c'est de la faute à Covid. Mais, mais tu as raison qu'on Il a bon dos pas le Covid. savoir. Oui, C'est beaucoup dit, hein, quand oui, c'est même. vrai, c'est vrai. Mais comme vous l'avez dit toutes les deux, par tous les temps, on a eu des bébés qui pleurent, qui réagissent à la séparation, qui réagissent à l'éloignement de l'adulte, qui réagissent parce que ils ont des besoins spécifiques. Et comme on le dit là et comme on l'a dit en tout temps, quelle que soit la raison, il existe une réponse et on met le paquet en fait sur la réponse qu'on va apporter à cet enfant qui exprime un besoin finalement. C'est ça. C'est ça. Et il y a aussi des tempéraments. Hein, on sait bien, il y a des, voilà, il y a des enfants qui ont été cocoonés pendant des mois, qui ont fait, je sais pas, qui ont été avec leurs parents pour un congé parental, qui arrivent en crèche et qui finalement semblent plutôt à l'aise, qu'ils pleurent ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être un très bon signe. Qu'ils pleurent en arrivant en crèche, c'est le signe quand même qu'il dit quelque chose de cette séparation, mais qu'on sent très à l'aise. Et puis d'autres qui sont en collectivité depuis l'âge de 2 mois et qui sont pas du tout à l'aise avec le fait d'être en groupe. Hein, il y a des particularités. Et l'idée, c'est vraiment de continuer, même avec le Covid, à être dans le cas par cas, effectivement, et de se dire qu'est-ce qui se passe pour cet enfant et qu'est-ce qui se passe pour ses parents, comment eux, ils ont vécu la pandémie, comment eux, ils ont vécu. Je dis les parents, mais je pense beaucoup aux familles monoparentales depuis tout à l'heure, et je tiens à préciser, il y a vraiment différentes configurations familiales, et voilà, et j'en profite pour tirer mon coup de chapeau pour les familles monoparentales dans cette période, mais la manière dont le parent ou les parents ont vécu la pandémie compte beaucoup sur la manière dont ils vont transmettre quelque chose, évidemment, aux tout petits. Et là aussi, rien n'est figé. C'est pas parce qu'ils l'ont mal vécu ou qu'il y a eu des traumatismes ou qu'il y a eu, je ne sais pas, des maladies ou des malades ou des morts dans la famille, notamment de Covid, que ça va mal se passer pour le tout petit. Pas du tout. Mais on est là, notamment en tant que psychologue, et beaucoup de professionnels de la petite enfance aussi, pour aider à faire sortir un peu les mots quand même là-dessus et en dire quelque chose. Oui. Oui. En tout cas, ce que je retiens de cet échange, c'est que finalement, on est en train de parler d'une période qu'on est en train de vivre encore, avec très peu de possibilités de recul, mais quand même l'espoir qu'on peut encore agir dessus par des prises de conscience, par une attention particulière, en tout cas là on parle sur les enfants, par la conscience que des ressources existent, que de l'aide existe, que la possibilité de parler. euh, et finalement, puisqu'on est dans cette période, on ne peut pas tirer des conclusions, mais on peut, euh, j'allais dire vivre cette période, mais on peut, on peut, comment dire, on peut agir sur ce qui est en train de se passer. Oui, tout à fait. Et agir, ça ne veut pas forcément dire passer à l'acte ou être pressé, être trop pressé aussi de
de mettre des mots, de penser la situation, d'en tirer des grandes conclusions. C'est parfois juste dans un premier temps, et en tout cas c'était beaucoup le cas l'année dernière, peut-être ça va être un peu différent, mais c'est déjà dans un premier temps, si je me sens sidérée, pouvoir le dire. Si je me sens affectée, pouvoir se le dire. Et en fait, plus on met des mots en tant qu'adulte autour du tout petit notamment, plus il y a des chances que le tout petit vive bien ce moment-là, ou puisse avoir accès à ses émotions, puisqu'on parlait des émotions autour du masque, mais là aussi le masque il a bon dos, hein. Il n'y a pas que le masque, il y a tous les, c'est très symbolique hein, ce masque aussi, il y a tout ce qu'on n'arrivait pas à dire l'année dernière, les sujets tabous aussi, les moments où on vivait trop dans l'action et où on pouvait déjà en tant qu'adulte avoir du mal à mettre des mots. Et c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas forcément traumatique pour le tout petit, mais voilà, l'important c'est déjà de se le dire à soi. Complètement. Le nom de l'un des podcasts sur lesquels cet épisode sera diffusé est Être un parent. Et c'est bien ce que j'ai voulu dire dans ce verbe être, c'est que c'est pas absolument agir, c'est pas absolument faire, c'est déjà ressentir. Être, porter en, tu vois, porter, mettre en mots, porter à la conscience, juste pour expérimenter, pour vivre. Et, c'est pour ça que c'était difficile de trouver les mots, mais c'est ça. Ouais. Pour conclure, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est sûr que, encore dans cette même idée que c'est une période qu'on est en train de vivre, sans pouvoir trop poser de conclusion, c'est une période dans laquelle on progresse et qui, avec le temps, et on le voit, d'ailleurs assez difficilement pour nous qui accompagnons les professionnels et les parents, qui va créer des clivages dans la société et donc inévitablement dans l'environnement autour de l'enfant. Aussi bien dans les couples, hein, et on le voit, et sur les sujets du masque, de la vaccination, du pass sanitaire, des choix politiques qui sont pris, de la façon dont on les regarde, mais aussi au niveau des professionnels, de la fermeture, de la réouverture des structures, de l'employabilité ou non de certaines professionnels, des mesures qui sont prises pour prendre en soin des enfants de cette façon ou autre. Enfin, c'est une question, en tout cas, la période dans laquelle on vit, soulève des questions qui sont pas simples et donc qui peuvent amener des conflits, malheureusement. Genre, je le dis, on en a parlé des clivages au-dessus de la tête des enfants, je dirais, et ça, c'est une dimension qui est à prendre en compte aussi dans leur développement. Marine, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, on en avait discuté avant cet épisode. Oui, ça me fait penser que vraiment pour cet épisode, on a pris notre temps, alors pour des raisons pratiques, mais pas que, voilà, et que c'était peut-être nécessaire parce que voilà, ça reste pas si simple hein, de parler en temps de pandémie, et du coup de parler autour des tout petits. Alors même s'ils ne sont pas concernés ultra directement, les tout petits ou les plus grands, on sait bien qu'il y a des effets psychologiques indirects au virus et au fait qu'on ait du mal un petit peu à se mettre d'accord par moment dans la société ou beaucoup sur ces sujets-là. Que, encore une fois, nous en tant qu'adultes, je crois, hein, plus on accepte qu'il y a cette complexité de questionnement et de réponse, plus on arrive à mettre des mots et peut-être du coup à transmettre quelque chose, oui, de conflictuel, oui, de complexe, mais ça c'est la vie, mais peut-être de pas trop cliver. Et le clivage, ça amène plutôt la rupture de pensée, la rupture dans les liens, voilà, la rupture avec la réalité parfois. Voilà, et quelque chose peut-être aussi lors du non-dit ou, voilà, ou du sujet tabou, voilà, qui peut persister. Et ça a des effets sur les tout petits. On a encore une fois parlé des effets du masque, sur le langage potentiel, voire sur le développement global des tout petits. C'est vrai que de ne pas pouvoir parler de certains sujets ou d'en parler de manière trop violente, trop virulente, trop extrême, là aussi peut amener des effets sur
la souplesse de développement du langage et de manière générale du tout petit. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on se sent un petit peu plus à l'aise pour prononcer le mot masque, pour prononcer, pour parler de certaines difficultés qui ont été vécues, notamment dans les lieux d'accueil. Et encore, ça dépend des moments. Des fois, on sent qu'on marche sur des œufs, des fois, on sent que les professionnels et les parents et les bébés sont réceptifs à ce qu'on raconte là, que ça a un effet sur eux. Là encore, la question du temps va être importante pour que dans la société, on digère ces questions-là et que du coup, les tout petits aussi puissent transformer tout ce qui est en train de se transmettre auprès d'eux. Ouais. Hélène, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Marine, sur le fait que tous ces clivages, ils peuvent avoir aussi des effets sur les tout petits. Forcément, il y a aussi des clivages qu'on a pu observer dans les familles aussi, avec du coup des choses qui sont non dites, où les gens ne se comprennent pas forcément par rapport à tout ça, mais aussi par rapport par exemple, des enfants qui ne peuvent plus voir une partie de leur famille parce qu'ils ne sont pas vaccinés, par exemple. Bon, ça, c'est un autre débat, mais disons que la question, c'est aussi beaucoup d'incompréhension, par exemple, pour le tout petit, puisque du coup, il est pris dans ses interdits, dans ses non-dits, dans ces clivages finalement qui ne sont pas forcément clairs pour lui et qui ne sont pas forcément toujours expliqués aussi. Donc voilà ce que je pensais par rapport à ce que tu disais, Marine. Oui, tout à fait. Et après, encore une fois, ça reste un temps de crise, c'est-à-dire un temps de crise dont déjà on ressort un peu. On n'est pas encore dans l'après-coup, mais on voit bien qu'il y a des phases différentes. Et et du coup, si ça doit sortir, ces conflits, c'est bien que ça sorte, hein, et ces points de vue, et c'est un côté positif aussi, hein, bien entendu. Il ne faut pas s'interdire là aussi de penser ces choses extrêmes, d'être en colère, encore une fois, le temps va faire son travail aussi de transformation sur ces manières de voir, de penser les choses autour du tout petit notamment. Et nous, ce qui nous semble essentiel en tant que psychologue, c'est quand même que les personnes soient entendues parfois dans leur incompréhension de ce qui se passe. Et qu'elles ont quelque chose à dire et qu'elles soient en accord avec ce qui se passe, plutôt à l'aise avec tout ce choc pandémique, ou au contraire très en désaccord, très 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 blessé ou très heurté ou très en difficulté. Tout ce monde-là a de la place pour être entendu en tant que psychologue, évidemment. Oui. Super, merci. Je vous propose de conclure sur cette partie parce que je sens que, bien sûr, c'est un sujet sur lequel on pourrait déborder encore et discuter encore de longues heures. On a déjà fait le tour de quelques points et moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de refaire un point, un point dans quelques mois, dans quelques temps, pour voir comment ça évolue parce qu'on aura encore des choses à dire et encore un peu plus de recul à prendre. Et donc, c'est comme un démarrage de discussion qu'on pourra terminer plus tard si vous l'acceptez. Avec plaisir. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour cet échange. On aura aussi l'occasion, alors comme tu le disais Marine, il y a déjà des épisodes qui ont été enregistrés ensemble sur le podcast Les Petites Transmissions. Peut-être qu'en viendront d'autres avec Hélène. En tout cas, ce sera un grand plaisir. Et je vous souhaite une belle rentrée. Il est encore temps de le faire. Cet épisode, on l'enregistre au mois de septembre et il sera diffusé dans les prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, mesdames. Au revoir, Lika. Au revoir, Hélène. Au revoir, merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Peut-être vous aura-t-il questionné ou rappelé à quel point ce quotidien finalement que nous vivons actuellement est inédit et mouvementé. Si vous souhaitez partager avec nous votre expérience ou peut-être suivre notre actualité, je vous propose dans le descriptif de cet épisode les liens vers les pages Instagram et Facebook des Petites Canailles. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et à mettre
5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire dont j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres petites transmissions. Prenez soin de vous.